Et on en parle justement avec notre invité, Jérémy Tortora. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre enquête sur l'emploi montre que le taux de chômage est de 20% dans la zone rurale de Tahiti et Moorea contre 12% dans la zone urbaine. Comment expliquez-vous cette différence? Il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà un emploi beaucoup plus disponible dans la zone urbaine qui concentre beaucoup d'entreprises et beaucoup d'administrations par rapport à la zone rurale de Tahiti et de Moorea. Et probablement aussi les transports n'aident pas beaucoup les gens de la zone rurale à se rendre vers le principal foyer d'emploi de Tahiti. Donc en fait, il vaut mieux habiter plus près de la capitale pour pouvoir se trouver un emploi? Probablement. On l'a vu dans le reportage, beaucoup de personnes occupent des emplois précaires tels que CVD, CAE. Est-ce que vous diriez que ces emplois réduisent le taux de chômage? Effectivement, dans l'étude en particulier, on a montré qu'il y a parmi les gens en emploi, 1 sur 7 à peu près sont dans des situations fragiles, et particulièrement pour les jeunes, où là en fait presque 30% des jeunes sont dans des situations fragiles. De là à dire que ça réduit le taux de chômage, moi je dirais que non. En fait, les situations précaires, c'est quand même un classique. En métropole, en France hexagonale, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'emplois fragiles, mais ça ne réduit pas le taux de chômage. En fait, c'est une forme d'emploi qu'il faut probablement essayer de réduire au maximum parce que ça n'aide pas les gens d'être sur ce type d'emploi. Mais non, ça ne réduit pas le taux de chômage. Alors, dans l'enquête sur les mobilités résidentielles, l'ISPF dévoile que les étudiants qui poursuivent leur cursus en métropole obtiennent un emploi plus facilement, contrairement à ceux qui continuent leurs études en Polynésie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'expatrier pour avoir une meilleure formation et donc un emploi? En fait, il y a probablement plusieurs éléments qui se conjuguent. Parce qu'effectivement, pour partir, pour s'expatrier, en fait, il faut aussi avoir souvent plus de moyens. Donc, c'est souvent déjà des personnes qui probablement seraient plus facilement en emploi. Mais quoi qu'il en soit, l'expatriation, et ça, c'est pas seulement quelque chose de la Polynésie, mais c'est vrai aussi dans les départements d'outre-mer, et même pour la France hexagonale, pour des jeunes Français qui partent à l'étranger, c'est quand même toujours systématiquement une aide pour avoir un meilleur accès à l'emploi. L'enquête l'emploi faite par l'ISPF a été réalisée sur un échantillon de 8000 personnes dans l'archipel de la société, alors que l'archipel compte tout de même plus de 188 000 habitants, selon le recensement de 2017. Comment s'est fait la sélection? Selon des procédures qui sont assez classiques en échantillonnage. Enfin, ça, c'est vraiment un petit peu notre petite soupe de statisticiens. On se débrouille pour avoir a priori un échantillon représentatif de la population, où on s'appuie sur les données du recensement pour que toutes les catégories sociales, toutes les zones géographiques soient équitablement représentées, et ce qui nous permet ensuite de pouvoir avoir des statistiques qu'on peut calculer pour la population générale. C'est le même type de méthode qui est utilisée en France hexagonale et dans les DOM. On a vraiment copié-collé la méthode pour avoir des résultats vraiment extrêmement comparables. Jérémy, merci pour ces premières réponses. On revient avec vous juste après l'hebdo. Il est question de harcèlement scolaire, de déchets et d'alimentation dans l'hebdo de la semaine. Il nous a été préparé par Carmen Doum et Vetia Terey. À l'école comme à la maison, personne n'est à l'abri du cyberharcèlement. Un phénomène nouveau qui se développe notamment sur les réseaux sociaux. Au collège de Taravao, ce petit groupe d'élèves est bien au fait de ces pratiques punies par la loi. On a peur aussi d'aller dire aux adultes. Pour essayer d'endiguer le phénomène, la brigade de prévention de la délinquance juvénile se déplace dans les établissements scolaires. Il y a des spécialistes qui peuvent retrouver les adresses IP et relier les adresses IP aux comptes qui sont utilisés. En Polynésie, il n'existe aucun chiffre officiel. Ces futurs citoyens n'ont qu'un espoir, celui de voir leur proposition de délibération se concrétiser. Cela n'a pas été le cas depuis 10 ans, mais aujourd'hui, les choses pourraient bien changer. Avant tout, je dois d'abord consulter mes services de la DG2E pour voir dans quelle mesure on pourra les mettre en application. Les grands pays comme les États-Unis et l'Europe qui devaient utiliser la Chine comme filière étaient bloqués et se sont réfugiés sur d'autres destinations où nous allions. Et aujourd'hui, ces mêmes destinations ont pris les mêmes restrictions que la Chine, c'est de tout bloquer. Résultat, plus aucun pays du bassin asiatique n'importe de déchets. Depuis l'année dernière, 700 tonnes de plastique dorment à Motuuta. Cela ne représente que 10% du bac vert,
Mais au-delà, cela pose la question de la gestion des déchets. 80% des PPN sont vendus avec la marge maximale autorisée et la plupart des commerçants augmentent le prix des produits en vente libre pour compenser leurs pertes sur les PPN. Lorsque la marge imposée n'est que de 27 francs, comme sur ce beurre, ils font venir du beurre moins cher et de moins bonne qualité pour faire plus de bénéfices. Contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, n'est pas systématiquement équivalent à bas prix. Nous avons sorti des produits PPN, les produits qui étaient en contradiction avec la politique de santé. Vous les supprimez, non ? Mais on ne va pas supprimer les PPN. On a besoin des PPN pour nos populations les plus modestes. L'autorité de la concurrence propose une solution alternative, réduire la liste des PPN à seulement quelques produits alimentaires pour relancer la compétition et libérer le marché. Nous voici dans un restaurant de la ville. Le Capital Santé s'empare de tous les âges. Je pense qu'ils prennent conscience dans un moment de leur vie que la santé, c'est pas que du sport, c'est aussi l'alimentation, ce qui est souvent sous-estimé. Mais changer d'habitude, un défi. Aujourd'hui, par l'obésité, il traduit une identité bouleversée. Il y a un aspect régressif dans l'obésité, comme si on redevenait un peu un bébé en surinvestissant l'alimentation. Cette étude devrait permettre d'adapter les politiques publiques, sans doute. Les résultats passeront par une éducation au bien manger, sans dimension punitive. Jérémy Tortora, on l'a vu, l'ISPF a également dévoilé les chiffres de l'alimentation en Polynésie. On se rend compte, en fait, d'après votre étude, que toute la population, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, mange trop gras, trop sucré, trop salé. On dit souvent qu'ici, bien manger, c'est cher. Est-ce que finalement, bien manger, c'est en fonction du revenu ? Alors, une petite précision, en fait, dans l'étude en particulier, mon collègue Mathieu Boldu, qui l'a réalisé, identifie quatre sous-populations qui ont des déséquilibres alimentaires. Une partie de la population a tendance à manger trop sucré, une partie de la population a tendance à manger beaucoup trop d'amidon, en particulier une partie trop de lipides, une partie trop de protéines. Donc, et on se rend compte effectivement qu'en fait, dans cette partition de la population, ça reflète dans une certaine mesure les moyens des gens. Ceux qui ont en particulier l'alimentation trop sucrée, en général, on voit une surreprésentation des cadres, par exemple, et pour ceux qui mangent beaucoup d'amidon, c'est-à-dire beaucoup de baguettes, des produits plutôt beaucoup moins chers, c'est effectivement des gens qui sont beaucoup plus modestes. Alors, on se rend compte aussi que cette étude démontre également qu'il existe un fossé entre les classes sociales, même pour l'alimentation. Comment vous l'expliquez ? Ça, pour le coup, c'est pas vraiment un scoop. Enfin, effectivement, quand on a moins de moyens, effectivement, il faut bien manger, mais on investit dans des produits de moindre qualité que quand on a plus de moyens, on peut investir dans des produits de qualité nutritionnelle supérieure. Donc effectivement, il y a toujours un fossé économique, social dans les questions alimentaires. Jérémy Tortora, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes venu nous détailler les chiffres du chômage. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.